Bonjour, donc nous nous étions arrêtés normalement au précédent cours sur l'onglet 17 où nous avons découvert les fonctions logiques et ou, ainsi que la possibilité de mettre en place des si récursifs, des si imbriqués les uns dans les autres. Et donc nous allons pouvoir continuer aujourd'hui sur les onglets suivants en commençant par une première application de ces fonctions. Donc sur l'onglet 18, application numéro 7, il s'agit d'afficher groupe A ou groupe B en fonction du nom de la personne, à savoir si la lettre qui permet de déterminer si le nom se trouve avant ou après la lettre N. Pour cela, nous allons utiliser la fonction si, donc ici égale si le nom qui se trouve ici à gauche en A2 est strictement inférieur à la lettre N entre guillemets, puisqu'on manipule du texte ici. Dans ces cas-là, nous écrirons groupe A, toujours entre guillemets, sinon nous écrirons groupe B. Ici, la personne qui s'appelle Albert est bien dans le groupe A, et lorsqu'on étire la formule vers le bas, on peut constater qu'effectivement cela fonctionne correctement pour Sébert qui lui se trouve dans le groupe B. Ici, dans la colonne B, on doit vouloir saisir des notes entre 1 et 6, et on veut mettre en place un message de façon à afficher entre 1 et 6 tant que la saisie n'est pas correcte. Pour cela, nous allons vérifier soit avec un et, soit avec un ou, que les conditions soient vérifiées ou qu'elles ne le soient pas. On va déjà ici avec un et vérifier que la note qui se trouve ici doit être supérieure ou égale à 1, mais elle doit être aussi, cette même note, inférieure ou égale à 6. Alors nous allons pour cela faire des tests, mettre des notes fictives pour l'instant, 0, 5 et 7 pour voir si justement il y a des erreurs. Donc nous voyons que lorsque cela ne répond pas aux conditions, nous avons un faux qui apparaît, à savoir lorsqu'il y a une note de 0 ou de 7 qui ne correspondent pas aux conditions, nous avons un faux. Ce que nous voudrions dans ces cas-là, c'est de mettre en place un message. Donc nous allons améliorer notre formule en lui disant avec un si tout ce que nous avons fait jusqu'à présent est faux, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a une erreur, et on va mettre un message, saisir un nombre entre 1 et 6. Dans le cas contraire, pardon, je dis une bêtise, si c'est vrai, si nous avons un vrai, il n'y a rien à mettre, donc du vide, sinon, le message. Donc si tout cela est vrai, alors nous aurons du vide, sinon nous mettrons en place un message. Il nous suffit de fermer la parenthèse et de vérifier. Alors, il est possible d'agrandir un petit peu la case. Donc le message apparaît bien ici, dans les deux cas, et n'apparaît pas à cet endroit-là. Enfin, nous voulons pouvoir préparer toute cette colonne-là à l'avance, indépendamment de la saisie ou non de nom d'étudiant. Et nous voudrions que s'il n'y a pas de nom, rien ne s'affiche directement, puisque pour l'instant, si l'on étire cette formule sur plusieurs lignes, elle va apparaître aussi à tous ces endroits-là. Pour cela, nous allons remettre une condition supplémentaire devant. Si la case qui contient le nom est égale à vide, dans ces cas-là, nous allons mettre le vide. Sinon, nous appliquerons ce qui a été mis en place, et il nous suffit de fermer la parenthèse à la fin. Donc cette formule fonctionne toujours de la même manière pour les cellules de départ, et ne s'impactera pas cette fois-ci pour les suivantes. Nous allons passer à présent à l'exercice numéro 3, qui va nous permettre d'appliquer beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place. Première condition, ici, nous voulons mettre des formules qui vont permettre d'afficher des informations lorsque les valeurs ici ne sont pas bien saisies. Par exemple, pour le montant annuel, nous allons lui dire égal si cette valeur, donc nous souhaitons que cette valeur soit strictement supérieure à 0. Donc si cette valeur est supérieure à 0, dans ce cas-là, nous n'afficherons pas de message d'erreur. Sinon, nous mettrons un message doit être supérieur à 0.
Lorsque la valeur de 5000 est saisie, il n'y a pas de souci. Si nous mettons 0, il y a un message d'erreur. De la même manière pour un message négatif. De la même manière, au niveau des années, les années doivent se situer entre 2 et 50. Donc déjà, il y a deux critères à vérifier, supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 50. Et pour vérifier ces deux critères, le plus simple est de le faire avec un et. Égal et. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 2, pardon. Mais elle doit aussi, cette même valeur C3, être inférieure ou égale à 50. Lorsque les deux conditions seront toutes les deux vérifiées systématiquement, nous aurons un vrai. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de message d'erreur. Ici, nous allons donc lui dire que si tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent est vrai, dans ces cas-là, il n'y a pas de message d'erreur. Sinon, le message d'erreur, c'est entre 2 et 50. Donc ici, il n'y a pas de message d'erreur. Nous pouvons vérifier avec une valeur à 0 pour faire apparaître le message. Le taux d'intérêt, lui, doit également être supérieur à 0. Donc comme tout à l'heure, égal si cette valeur est supérieure strictement à 0. Dans ces cas-là, il n'y a pas de message. Sinon, il y a un message supérieur à 0. De la même manière, lorsque la valeur est positive, négative et nulle, pardon, il y a un message. Et enfin, pour cette année, cette formule, nous allons nous assurer que l'année de début que nous allons choisir, par exemple pour un placement qui irait jusqu'en 2024, 2021, pardon, qui démarrerait en 2021, donc cette année, nous allons nous assurer que l'année de début ne soit pas antérieure à 2021, donc égal si cette date est inférieure strictement à 2021, dans ces cas-là, il y aura un message d'erreur supérieur à 2021. Alors il nous faut une infériorité égale, donc inférieure ou égale à 2021, donc supérieure à 2021. Sinon, il n'y a pas de message d'erreur. Alors, effectivement, ici on ne devrait pas avoir d'erreur. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, il ne nous faut pas d'égalité. L'année 2021 est acceptée, donc nous mettons une condition inférieure strictement à 2021, puisque 2021 sera inclus et accepté. Donc pour 2021, il n'y a pas d'erreur. Si nous mettons 2020, il y aura forcément une erreur. Donc l'année de début, ici, sera bien 2021. Ensuite, nous allons commencer par travailler sur la première ligne et nous trouverons une solution pour que dès la deuxième ligne, nous puissions étirer cela sur un plus grand nombre de lignes d'avance. Pour que cette première cellule A7 soit renseignée directement par la valeur 2021, qui sera l'année de début, nous allons d'abord nous assurer qu'il n'y ait aucune erreur, donc aucun message d'erreur qui soit affiché ici. Donc nous allons nous servir des messages d'erreur pour mettre ça sous forme de condition. Pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur, il faut que ces 4 cases soient vides, ce que nous allons pouvoir vérifier avec un « et ». Donc nous commençons par le « et ». Nous souhaitons que c'est avec un « et », que cette case soit égale au vide, mais que celle-ci soit aussi égale au vide. De la même manière, celle-ci soit égale au vide. Et enfin, point virgule, celle-ci soit aussi égale au vide. En vérité, nous vérifions que ces 4 messages d'erreur sont inexistants pour pouvoir afficher la suite. Donc pour l'instant, il nous met bien vrai, ce qui veut bien signifier qu'il n'y a aucune erreur à l'intérieur. Lorsque la réponse est vraie, donc avec un si cette fois, nous allons lui demander d'afficher l'année de début automatiquement, qui sera l'année saisie ici, 2021. Donc, si tout ce travail avec le « et » est vrai, ce qui veut dire que s'il n'y a aucune erreur dans les consignes de départ, dans ces cas-là, l'année qui sera renseignée ici sera celle-ci. Sinon, il n'y aura rien inscrit. Ici, automatiquement, 2021 se met en place et nous pouvons vérifier. Si nous changeons la valeur ici, par exemple, à 0, il y a un message d'erreur qui apparaît et l'année disparaît.
Le montant en début d'année, lui, sera égal à cette valeur-là, donc ici 5000, à la seule et unique condition que l'année soit renseignée, puisque si l'année n'est pas renseignée, il y aura, ça voudrait dire qu'il y a un message d'erreur ici. Donc pour l'anticiper là aussi, nous allons lui dire égal si l'année est vide, donc s'il y a une erreur, dans ce cas-là, on ne mettra rien, sinon nous mettrons cette valeur qui se trouve ici. Là aussi, on peut vérifier que s'il y a une erreur, tout disparaît directement. De la même manière, nous faisons la même condition. Si l'année est égale au vide, dans ces cas-là, nous ne faisons rien. Sinon, les intérêts seront égaux à ça, multiplié par le montant annuel. Et enfin, ici, le montant de la fin d'année, de la même manière, égale si l'année est égale au vide, dans ces cas-là, nous ne faisons rien. Sinon, nous allons faire la somme de cela plus cela. Voilà pour la première ligne. Il s'agit maintenant de trouver une manière pour prévoir toutes les lignes d'avance afin que tout se remplisse automatiquement en fonction du nombre d'années et qu'il n'y ait pas de lignes qui soient renseignées inutiles. La première astuce va consister à savoir si l'année qui se trouve ici est toujours intéressante à être construite. Ici, par exemple, nous travaillons sur une durée de 3 ans, donc il y aura 2021, 2022 et 2023. Donc il faudrait que cette année-là ne soit pas 2024, pardon. Donc pour le vérifier, nous allons vérifier avec un si l'année qui se trouve ici doit être, elle, inférieure à l'année de début plus la durée moins 1. Dans ces cas-là, nous allons pouvoir lui dire que la cellule A7, dans laquelle nous travaillons, A8 pardon, dans ces cas-là, ce sera A7 plus 1. Sinon, ce sera du vide. Donc, si l'année d'avant est plus petite que l'année de fin moins 1, dans ces cas-là, la nouvelle année sera l'année d'avant plus 1. Sinon, il y aura du vide. Donc ici, nous avons bien 2022 qui vient s'inscrire. Si nous changeons la durée, si nous mettons 1 an, plus rien n'apparaît, parce qu'il faut 2 ans, pardon. 2 ans, ça marche toujours. Et nous allons pouvoir nous assurer que cette formule peut être étirée jusqu'en bas. Et alors, je ne trouve pas sa valeur. L'erreur vient ici d'un problème de dollars, puisque nous attirons vers le bas une formule et que certains éléments ont bougé. Donc vous pouvez le vérifier ici en vérifiant. Vous voyez que ces deux cases se sont déplacées. Il s'agit ici normalement de la durée en année et de l'année de début qui devrait être bloquée complètement. Donc pour régler ce problème-là, nous allons ici bloquer avec F4 totalement cette cellule-ci et bloquer complètement la cellule rouge. La cellule A7, elle pourra descendre, ce qui permettra de recalculer les valeurs au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, cette formule peut à nouveau être étirée vers le bas, et nous nous rendons compte qu'effectivement, elle ne se renseigne pas au-delà de 2022, puisque nous avons dépassé l'année de fin. Si nous mettons une durée de 5 ans, nous arrivons à 2025. Si nous mettons une durée de 7 ans, les cellules vont se remplir automatiquement. Pour la suite, alors pour des soucis esthétiques, je vais simplement centrer ces valeurs. Nous allons travailler de la même manière que tout à l'heure, à savoir égal si l'année qui précède est vide, dans ces cas-là, nous ne ferons rien. Sinon, le montant en début d'année sera égal à 5000 qui vont être placés, plus le montant final de l'année dernière. Donc, je vais simplement également recentrer toutes ces valeurs pour que
que ce soit esthétiquement plus intéressant. De la même manière ici, si l'année est égale au vide, dans ces cas-là, nous ne ferons rien. Sinon, nous prendrons le montant ici, à savoir, alors B8, j'arrive pas à le saisir, je vais le saisir moi-même, B8, que nous allons multiplier par le taux d'intérêt, qui lui, attention, ne devra jamais bouger. Donc à savoir, un taux d'intérêt que nous allons bloquer pour pouvoir étendre ces cellules vers le bas. Et enfin, nous allons avoir ici, égal si notre année est égale au vide, dans ces cas-là, nous ne ferons rien. Sinon, la somme qui s'affichera ici sera bien le total de celle-ci plus celle-là. Et nous allons pouvoir valider notre calcul. Nous allons pouvoir nous assurer que tout cela fonctionne correctement. Je vais prendre cette deuxième ligne que nous venons de mettre en place et je vais tout simplement l'étirer jusqu'en bas et me rendre compte qu'elle ne se remplit que jusqu'à 2027. La raison est simple, nous avons mis une durée de 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a bien 7 années qui sont concernées. Lorsque le nombre d'années va changer, les lignes suivantes vont se renseigner automatiquement, et donc, puisque l'année est comprise entre 2 et 50 ans, il sera possible de créer directement les 49 lignes potentielles, afin que ce logiciel se remplisse automatiquement, simplement en renseignant ces 4 valeurs qui sont ici. Passons à présent à l'exercice 4, plusieurs choses à effectuer, donc commençons tout doucement ici par un calcul de moyenne. Donc nous allons mettre en place ici la formule moyenne, average, pour la version en anglais, égale moyenne de ces 3 notes qui sont ici. Cette moyenne va pour l'instant être étirée très facilement. Alors nous allons avoir plusieurs erreurs à gérer. Ici, l'affichage de la division par 0 qui pose un problème puisqu'il n'y a pas de note, donc cette partie-là nous le traiterons un peu plus tard. Et puis éventuellement, le fait de vouloir arrondir notre moyenne. Donc déjà cette moyenne que nous avons mise en place, nous allons pouvoir ici l'arrondir. Donc un arrondi que je vais choisir supérieur pour favoriser les étudiants. Un arrondi supérieur de cette valeur qui est le nombre à arrondir, point virgule, le nombre de chiffres, un chiffre. Et je vais pouvoir me rendre compte qu'effectivement ma moyenne à présent est arrondie. Il reste à gérer ce problème de division par 0 si je voulais préparer mon fichier de notes sur toute la colonne. Et donc je vais me servir de ça en prenant comme test le fait que l'étudiant ait participé au premier devoir. Donc ici, nous allons lui dire si cette première note est égale au vide, alors nous ne mettrons rien, sinon nous appliquerons l'arrondi et il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse à la fin. Ce qui me permet désormais de pouvoir étirer sur plusieurs lignes sans qu'il n'y ait aucun impact dans les lignes suivantes à la fin. Lorsqu'un nouvel étudiant arrivera, si j'affecte une nouvelle note, le calcul pourra se mettre en place dès le moment qu'un étudiant aura participé au premier devoir. Pour ce qui concerne la note finale, il faut, en lisant ce petit paragraphe, trouver une petite astuce qui consiste à réaliser que si nous faisons 3 moins la note attribuée à l'oral, cela correspond au nombre de points à ajouter ou à retirer. Par exemple, 3 moins 6 fera bien moins 3. Si nous prenons ici 4 comme note d'oral, 3 moins 4 fera bien moins 1. Donc, il va s'agir de rajouter à la moyenne qui se trouve ici, la valeur qui sera déterminée par cela, c'est-à-dire 3 moins la note d'oral, et de s'assurer que cette note à la fois ne dépasse pas 20 et qu'elle ne tombe pas non plus en dessous de 0 du fait de la note d'oral. Donc pour cela, nous allons déjà chercher à prendre le minimum entre 20 et une autre note qui serait la moyenne, plus, alors, 3 moins la note d'oral. Donc ici, 3 moins la note d'oral correspond bien au nombre de points qui vont se rajouter ou s'enlever, que nous affectons sur notre moyenne qui se trouve en E3, et en fonction de la note obtenue, nous allons bien choisir le minimum pour que cette note ne dépasse pas 20. Donc nous allons pouvoir vérifier que cette formule fonctionne bien et qu'il n'y a pas de souci.
Malgré tout, cette note ne doit pas non plus tomber en dessous de 0. Pour qu'elle ne tombe pas en dessous de 0, par rapport à ce résultat, nous allons prendre le maximum, cette fois, entre 0 et ce résultat calculé. Ce qui veut dire que notre note ne pourra jamais être en dessous de 0 et ne pourra non plus jamais être au-dessus de 20. Nous vérifions encore une fois notre formule pour nous assurer qu'elle fonctionne bien. Nous avons encore une fois le même problème. Lorsque nous allons étirer vers le bas, il n'y a pas ici de calcul qui se fait puisqu'il n'y a pas d'étudiant, mais cela devrait être possible si c'était le cas. Et il nous faut encore une fois rajouter une condition avec un si. Et nous allons pouvoir par exemple prendre comme condition si la moyenne qui se trouve ici n'existe pas. Dans ces cas-là, nous ne ferons rien. Sinon, nous mettrons en place le maximum calculé en fermant la parenthèse. Et cette solution va pouvoir elle aussi être étirée sur plusieurs lignes, encore une fois, afin que l'on puisse calculer automatiquement sur toute la colonne. La décision d'admission va elle se faire avec la moyenne, la note de 10. Donc nous allons déjà lui dire que si la note finale est supérieure ou égale à 10, dans ces cas-là, la personne sera admise, donc admis, sinon refusé. Donc nous allons pouvoir vérifier que cela fonctionne très bien. Lorsque l'on descend, effectivement, pardon, mauvaise manipulation. Lorsque l'on descend plus bas, par contre, nous avons le même problème que d'habitude. La valeur admis arrive puisque il n'y a pas d'information et il faut, comme d'habitude, mettre en place ce fameux test. Égale si la note finale est vide. Dans ces cas-là, on ne fait rien, sinon nous appliquons notre formule. Problème de parenthèse qui vient de se régler tout seul et qui me permet d'étirer encore une fois mon travail jusqu'en bas. Pour le calcul du rang, nous allons chercher ici à utiliser la fonction rank, rang, donc égale rang. Le nombre que nous allons choisir est la note finale. Et nous allons l'appliquer en référence à toutes les notes qui sont ici pour l'instant. Sauf que bien évidemment, lorsque nous allons faire descendre notre formule, cette zone ici va nous suivre. Alors je vais vous le montrer pour l'instant. Ça marche très bien pour le premier, mais lorsque l'on va descendre par la suite, nous allons pouvoir constater qu'effectivement, si la note bleue bouge, ce qui est intéressant, le cadre rouge, lui, ne doit pas bouger, puisqu'il doit rester sur la référence de base. Ce qui veut dire que cette partie rouge dans la formule doit être bloquée. Donc je reviens dans ma formule et je vais, avec F4, bloquer la totalité de ces cellules. Et me rendre compte qu'effectivement, à présent, je peux étirer jusqu'en bas. Problématique qui est toujours la même. Ici, effectivement, les valeurs ne devraient pas être calculées. Il manque une condition comme nous l'avons fait tout à l'heure. Je reviens encore une fois dans ma formule. Rajouter un si. Si, par exemple, alors je vais me baser sur la note en G3. Si G3 égale au vide, dans ces cas-là, je ne fais rien, sinon j'applique le calcul de rang. Ce qui va me permettre de pouvoir étirer jusqu'en bas. Dernière problématique, si je devais rajouter des notes, je me rends compte qu'ici, le rang serait malgré tout calculé sur cette zone qui est là, ce qui veut dire que cette zone devrait être forcément plus grande et anticiper le fait de pouvoir intégrer les éléments qui suivent. Donc pour cela, je vais dans ma formule modifier ici la ligne de fin et par exemple la mettre à 150 en espérant avoir par exemple 150 étudiants. Les valeurs qui sont vides ne seront pas prises en compte, elles ne seront intégrées dans le calcul de rang si et seulement si elles étaient utilisées. Ce qui va me permettre, encore une fois, de pouvoir étirer jusqu'en bas et de me rendre compte qu'effectivement cette fois, toutes les notes seront prises en compte. Pour ce qui est des calculs de moyenne très simples ici, je vais faire un calcul de moyenne égale moyenne. Alors je vais pour l'instant l'appliquer aux cellules qui sont là. Cette moyenne, nous allons peut-être envisager de l'arrondir, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Un arrondi sup de cette moyenne avec un chiffre. Calcul
qui est effectif à présent. Mais encore une fois, cette moyenne ne tient en compte que les notes qui sont renseignées pour l'instant. La moyenne ne tient pas compte des cellules vides, donc nous allons pouvoir faire comme tout à l'heure, mettre cette valeur à 150 par exemple, pour calculer une moyenne à l'avance sur 150 lignes. La moyenne, elle n'est pas impactée puisqu'elle ne tient pas compte des cellules vides. L'avantage, c'est que cette cellule-là va pouvoir être étirée entièrement vers la droite pour calculer la totalité des moyennes, puisque les valeurs étant en écriture relative, les notes saisies vont se déplacer systématiquement. Voilà pour l'exercice 4. Malgré tout, avant de terminer, nous allons pouvoir faire un dernier test. Mettons par exemple un Noël étudiant. Je vais m'inscrire en tant qu'étudiant. Le fait d'avoir les premières notes va automatiquement engager tout le reste. Je vais aller jusqu'au bout sur les notes saisies. Les 3 notes provoquent un calcul de moyenne. La note d'oral n'a pas été saisie, je vais mettre une note de 6 par exemple, et je vais pouvoir constater le rang qui a été modifié et les moyennes ici qui ont été modifiées de manière automatique. Dans cet exercice, des personnes se vont attribuer donc des notes artistiques, nombre de 6, des notes techniques. Pour les notes artistiques, nous voulons conserver dans le calcul de la moyenne uniquement les 4 notes intermédiaires, enlever la meilleure et la moins bonne. Donc pour trouver les 4 notes du milieu, il nous suffit de faire un calcul simple. Nous prenons la somme des 6 notes, à laquelle nous allons enlever la meilleure, à savoir le maximum de ces 6 notes, et à laquelle nous enlevons aussi le minimum de ces 6 notes. Donc ici, nous avons finalement la somme des 4 notes intermédiaires, et cette somme va être divisée par 4, puisqu'il nous faut diviser par 4 pour obtenir la moyenne de 4 notes. Alors il y a un problème de parenthèse que j'ai oublié de régler. Cette moyenne, qui est une erreur du coup. Alors oui, je vous prie de m'excuser pour mon erreur, c'est bien la somme entière qui est ici, qui se voit enlever le maximum et le minimum. Donc je corrige mon erreur. Nous avons la somme des 6 notes, moins le maximum, moins le minimum, et c'est bien le total de tout cela qui va être divisé par 4. Il s'agit ici d'une erreur de parenthèse, et cette fois-ci la moyenne est correcte. Par souci de prévoir à l'avance, nous allons arrondir de manière supérieure cette moyenne avec un seul chiffre. Alors, encore une erreur, il manque une parenthèse supplémentaire, ici, hop. Donc cette moyenne, cette fois-ci, est arrondie et va s'afficher directement. Lorsqu'elle est tirée vers le bas, nous avons toujours le même problème qu'habituellement. Il faut rajouter une condition pour que cela ne s'affiche que pour les personnes pour lesquelles il y a des notes. Donc comme nous l'avons fait préalablement dans l'exercice précédent, si la première note est vide, ce qui confirmera la participation de la personne, dans ces cas-là, nous ne ferons rien, sinon nous appliquerons notre arrondi avec une parenthèse à la fin. Prenez toujours cette habitude de construire vos formules de la partie la plus petite et de la faire grandir au fur et à mesure et de vérifier au fur et à mesure vos erreurs, comme vous avez pu le voir pour moi, ce qui vous permet d'avancer et de ne pas attaquer tout d'un coup. À présent, il nous est possible d'étirer cette formule sur plusieurs lignes directement. Le calcul des moyennes ici va se faire aussi de la même manière que tout à l'heure. Donc nous calculons ici une moyenne qui va être basée sur les valeurs qui se trouvent ici pour l'instant. Moyenne que nous allons arrondir encore une fois. Alors on regarde l'arrondi supérieur pour une cohérence. Alors, je vais travailler là-haut. Plus intéressant en général de travailler dans la barre de calcul, ce qui évite de cliquer à de mauvais endroits et d'avoir des informations parasites. Donc l'arrondi sub de ma moyenne, que je vais prendre toujours à un chiffre. Cette moyenne, si encore une fois ne concerne que les notes qui sont là, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons par exemple prévoir à l'avance 150 lignes. Cette moyenne va se calculer, sauf s'il n'y avait pas au moins
une première note. Donc nous allons rajouter une condition pour nous assurer qu'il y a au moins une première ligne, ce qui évitera d'avoir un message d'erreur lorsque le tableau n'est pas encore rempli. Donc si la première note ici en B4 n'existe pas, donc il n'y a aucun participant, dans ce cas-là, nous ne calculons pas de moyenne. Sinon, nous calculons la moyenne qui est mise en place sur 150 lignes prévues à l'avance. Comme tout à l'heure, cette moyenne va pouvoir être étirée sur les colonnes suivantes et se calculer automatiquement. Ici, il va s'agir de mettre en place un message d'erreur. Le message d'erreur va être calculé si une des notes concernées est supérieure à 6. Alors, ce qui est le cas dans mon exemple ici, puisque j'ai volontairement mis une note, je vous la mets en rouge, qui est à 7. Donc normalement, ici, nous voudrions mettre en place une erreur qui va s'afficher dès qu'une note qui est saisie n'est pas la bonne. Pour cela, donc nous allons mettre en place une formule que nous allons construire petit à petit. Il s'agit de nous assurer que ces notes-là ne soient pas inférieures à 0 ou supérieures à 6. Le meilleur moyen est de passer par le minimum et le maximum, et de s'assurer que le minimum ne soit pas inférieur à 0, et de la même manière que le maximum ne soit pas supérieur à 6. On pourrait le faire avec un « et » ou avec un « ou ». Nous allons tenter ici le « ou », à savoir le message d'erreur serait tributaire soit du fait que le minimum de ces notes soit inférieur à 0, ou alors que le maximum de ces notes, donc les mêmes notes qui sont ici, le maximum de ces notes soit strictement supérieur à 6. Si l'un est vrai ou l'autre est vrai, il suffit qu'une seule des deux conditions soit vraie, la réponse nous répondra vrai, mais le vrai ici voudra dire c'est vrai, il y a une erreur, le minimum est trop bas ou le maximum est trop haut. Donc dans les deux cas, que la note minimum ou maximum soit inférieure à 0 ou supérieure à 6, la réponse sera vraie. Donc nous allons pouvoir le vérifier ici. Tester déjà le ou pour voir si l'interprétation est bonne. Le ou nous répond faux systématiquement, sauf ici. Pourquoi? Parce qu'une des deux conditions est vraie ici. Le maximum est supérieur à 6. Donc le vrai ici avec le ou signifie c'est vrai, il y a une erreur. Dans la formule de départ, si le travail effectué avec le ou nous répond vrai, dans ces cas-là, nous allons mettre le message d'erreur proposé ici, inférieur, égal, point d'interrogation, fermez les guillemets. Sinon, nous ne ferons rien. Cette fois, nous allons pouvoir retirer notre formule et nous rendre compte que le message d'erreur n'apparaît qu'ici. Alors je vais le mettre en rouge, de manière plus intéressante. Comme à chaque fois dans les exercices précédents, nous voulons effectivement pouvoir étirer ce travail vers le bas. Alors, il n'y a pas besoin de mettre de conditions particulières ici, puisque s'il n'y a pas de note, il n'y aura pas de message d'erreur. Donc il est inutile ici, même si nous pourrions le faire, de mettre en place une condition qui vérifie l'existence des notes. Quoi qu'il en soit, si c'était le cas, il suffirait, comme d'habitude, de lui dire si cette note est égale à vide. Dans ces cas-là, nous ne faisons rien. Sinon, nous mettons en place le test que nous fermons. Mais encore ici, une fois, celui-ci était plus ou moins inutile ici. Je viens d'effectuer par avance le travail similaire sur la deuxième partie, qui est exactement la même chose. La moyenne qui se trouve ici est calculée de la même manière que précédemment, sauf que cette fois-ci, nous prenons le test sur la cellule J4. Les sommes, les maximums et minimums vont s'affecter cette fois-ci sur la série de notes techniques et puis les notes artistiques. Cette note qui peut être étirée vers le bas. De la même manière pour ces moyennes. Ces moyennes qui vont avoir le test mis en place. Si la note J4 est vide, alors ce sera vide. L'arrondi sup de la moyenne qui va jusqu'à la ligne 150. Donc au lieu d'avoir la colonne B, cette fois c'est la colonne J qui est utilisée, avec un arrondi à un chiffre. Et puis le message d'erreur qui, de la même manière, va prendre en compte la cellule J4 pour le test, effectivement, si le travail ne devait pas être effectué, si c'était vide, avec le travail sur le ou, le minimum,
plus petit que 0 ou le maximum plus grand que 6, mais cette fois qui est appliqué aux cellules en J et non plus en B, de la même manière que tout à l'heure. Donc il s'agit exactement de la réplique de travail fait sur les premières colonnes. Le travail sur la note, alors nous allons pouvoir vérifier en mettant encore une erreur ici, bien évidemment, volontairement, que je rajoute encore en rouge pour vous le signaler, et puis, effectivement, ici, nous avons de nouveau un message d'erreur qui apparaît. Alors, je vais mettre du gras, voilà. Le travail sur la note ne sera calculée, alors sera coefficientée, 3 fois la note artistique et 2 pour la note technique, mais cette note ne sera affichée que si les deux notes existent. Donc, nous allons déjà vérifier que les deux notes soient bien présentes avec un OU. Ou la note artistique n'existe pas, ou alors la note technique n'existe pas. Si l'une ou l'autre des deux notes n'existe pas, il nous répondra vrai, sinon il nous répondra faux, ce qui est le cas toujours ici. Nous avons toujours un faux. Le seul moyen d'avoir un vrai serait de faire disparaître une note, ici, qui fera apparaître un vrai. Donc, s'il y avait un vrai qui apparaissait ici, cela signifierait qu'il y a une erreur et qu'il n'y ait pas de note à calculer. Donc, si le travail effectué avec le OU est vrai, dans ces cas-là, le calcul de la note ne se fait pas. Sinon, le calcul de la note sera égal à un calcul qui sera la note artistique multipliée par 3, plus la note technique multipliée par 2. Il faudra mettre des parenthèses pour diviser le tout par 5 pour avoir une moyenne qui sera calculée. Cette moyenne n'est pas arrondie. Alors on pourrait mettre l'arrondi ici à l'intérieur, mais il est plus facile d'arrondir directement le résultat. Un arrondi supérieur par exemple de tout notre travail avec un chiffre. Et cette note peut être étirée, mais nous avons toujours le même problème, c'est-à-dire que ici, il y a le calcul qui se met en place. Il nous suffit donc de remettre un test, encore une fois, devant, égale si, et de choisir l'une des deux notes, par exemple. Si on veut que les deux notes soient vides, c'est-à-dire que s'il n'y a rien du tout, nous allons pouvoir lui dire avec un et cette note est vide, et l'autre note est aussi vide. On aurait pu faire plus simple, mais cela me permet de vous montrer comment le mettre en place. Je vérifie ici avec un et que les deux notes soient vides. Si les deux notes soient vides, alors dans ces cas-là, je ne ferai rien. Sinon, je mettrai en place mon calcul fait depuis tout à l'heure. Donc il me faut encore ici fermer une dernière parenthèse. Cela me permet d'étendre mon travail et que cette valeur ne soit pas prise en compte directement. Le travail sur le rang va être similaire à tout à l'heure, donc nous prenons la formule rang que nous allons affecter donc sur la note et qui va se calculer par rapport à l'ensemble des notes qui sont ici. Donc pour l'instant cela fonctionne très bien. Comme tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'encadré rouge ne doit pas bouger puisque il va être fixe lors du déplacement. La note, elle, pourra se déplacer, donc il faut bien bloquer la totalité des éléments. Si nous en voulons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, travailler sur plusieurs lignes à l'avance, nous allons choisir par exemple 150 lignes d'un coup. Donc ce rang sera calculé à la condition qu'effectivement il y ait bien une note ici qui soit calculée en note finale. Donc nous mettons un test. Si la note finale est égale au vide, alors ce sera vide. Sinon, le calcul de rang sera effectué et je ferme ma parenthèse. Cette colonne peut elle aussi être étirée sur un nombre de lignes important. Et puis, le cas échéant, s'il y avait plus de notes, le calcul de rang se fera bien sur la totalité des cellules dans l'encadré rouge. Enfin, le message d'erreur générale va lui s'affecter s'il y avait une erreur dans cette colonne-là ou dans celle-ci.
Donc là aussi, travail que l'on pourrait faire avec un et ou avec un ou. Je choisis ici de le faire avec un et. Je vais m'assurer avec un et que cette cellule d'erreur soit égale au vide et que celle-ci soit également égale au vide. Si les deux conditions sont toutes les deux réunies en même temps, hein, ce qui est important avec le et, les deux doivent être vrais pour avoir un vrai. Si les deux sont vrais, il me répondra vrai, qui signifiera ici il n'y a pas d'erreur. Pensez toujours à vérifier l'interprétation. Ici, j'ai bien un faux qui apparaît parce qu'il y a une erreur ici, et un faux qui apparaît ici à cause de cette erreur qui est là. Donc maintenant, il me reste à lui dire avec un si tout ce travail avec le et effectué est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Dans ce cas-là, nous ne mettons rien. Sinon, nous remettons l'alerte d'erreur générale, qui serait le même symbole que d'habitude, qui est celui-ci. Nous allons pouvoir vérifier que notre message d'erreur peut cette fois s'étirer sur plusieurs lignes. Là aussi, il n'y a pas d'obligation, vu l'organisation de notre tableau, de rajouter une condition sur l'existence des notes, mais nous aurions très bien pu vérifier, encore une fois, que les notes étaient présentes dans les lignes. Voilà, voilà pour l'exercice 4. Donc, nous allons pouvoir vérifier si ici nous enlevons notre erreur, les symboles d'erreur disparaissent, et si ici nous corrigeons notre erreur, le symbole d'erreur disparaît ici également. Nous pouvons désormais continuer dans la découverte des nouvelles notions, donc onglet bleu, l'onglet 23, qui va nous permettre de découvrir les fonctions NBC et SUMC, COUNTIF et SUMIF, pour la version en anglais. Donc il s'agit ici de déterminer, par exemple avec un critère qui serait groupe A, le nombre de personnes qui sont concernées par ce critère. Donc avec la fonction NBC, donc NBC, COUNTIF. La plage dans laquelle nous allons chercher les valeurs, c'est la plage avec tous les groupes affectés à ces personnes. Et dans cette plage-là, nous cherchons un critère qui est le critère groupe A, qui se trouve ici en E2, que nous aurions dû marquer entre guillemets si nous avions saisi nous-mêmes directement les données. Donc ici, nous avons la réponse, 4 personnes font partie du groupe A. Alors nous pourrions remettre la formule, mais nous allons nous rendre compte que si nous la tirons vers le bas, le critère groupe A descendra dans le groupe B. Alors si nous voulions les tirer, il faudrait bloquer ici pour que cette partie-là ne descende pas. Donc je vous montre les deux solutions. Ici, je vais bloquer la plage de critères pour qu'elle ne bouge pas. Je vais laisser le critère groupe A descendre au groupe B, ce qui va me permettre de pouvoir étirer sur la deuxième ligne. On voit ici que le critère pris en place est bien le groupe B dans cette plage. Sinon, il y avait aussi la solution, que je vous montre également, de refaire la formule, égale NBC. Cette fois, la plage est toujours la même, mais le critère est celui-ci, et nous allons pouvoir avoir le même résultat. Le principe avec SUMC est le même. Donc SUMC. Regardez ce qu'on nous a demandé ici. La plage dans laquelle nous allons chercher le critère est la plage avec les groupes. Le critère recherché est le critère de groupe A. Et la plage dont nous voulons faire la somme lorsque le critère est vérifié, eh bien, cette plage de notes. Alors comme tout à l'heure, nous pourrions soit remettre la formule une deuxième fois pour la partie groupe B, sinon nous rendre compte que ces deux plages de critères ne doivent pas descendre. Le critère, lui, pourra se déplacer. Il nous faut donc bloquer à la fois la plage de départ et la plage de fin. La note, le critère F14, lui, sera mobile pour descendre. Le total des personnes faisant partie du groupe A est de 44, et pour le groupe B, il s'agira d'un total de 38. Application directe de ces différents éléments. Une note est considérée comme insuffisante si elle est inférieure à 10. Nous cherchons le nombre de notes insuffisantes, donc égal NBC. La plage, c'est la plage de notes. Alors, nous allons la bloquer pour pouvoir faire le travail d'un seul coup. Non, ce ne sera pas possible ici, pardon. Donc ici, dans cette plage, le critère est inférieur à 10. Alors, il y a un problème de parenthèse. Il faut mettre des guillemets.
Donc ici, il y a bien 3 notes qui sont inférieures à 10, c'est bien le cas ici. Cette formule sera exactement la même, égale NBC. La plage de critères est toujours celle-ci. Le critère, lui, sera cette fois supérieur ou égal à 10. Là aussi, toujours mettre des guillemets pour la comparaison. Et nous avons donc 5 notes qui sont supérieures à 10. Application numéro 10. Cette fois, nous avons le nombre de notes. Nous cherchons la somme des notes qui serait calculée en fonction des critères suffisants et insuffisants. Donc ici, égale somme ci. Donc la plage dans laquelle nous allons chercher, c'est la plage avec les notes, dans laquelle nous allons chercher le critère qui serait note insuffisante, donc à savoir inférieur à 10, strictement. Et puis la somme se fera dans la plage qui est également la plage des notes, pour avoir un total de 21. La même formule égale, somme ci, la plage est toujours la plage des notes, le critère cette fois est supérieur ou égal à 10, et puis nous avons la plage de la somme qui se trouve encore une fois au même endroit, problème de parenthèse non fermée, il manque toujours les guillemets de mon critère, pardon. Le calcul de moyenne pourrait se faire très simplement en disant la somme des notes par la valeur qui est ici. Nous pourrions très bien lui dire que c'est égal à la somme des notes que nous divisons par la note qui se trouve ici. Calcul qui pourra être étiré vers le bas. Je tiens malgré tout à vous montrer que de la même manière, nous avons une fonction qui s'appelle moyenne ci. Donc moyenne ci. La plage, c'est la plage des notes, dans laquelle nous allons chercher un critère, alors toujours penser aux guillemets, qui serait cette fois supérieur ou égal à 10, pour cette moyenne-ci, et puis la plage dans laquelle effectuer la moyenne lorsque le critère est vérifié, et la même plage, et nous allons retomber sur la même moyenne. Passons à présent à des fonctions très importantes dans la gestion de bases de données, à savoir les fonctions de recherche, la recherche verticale et la recherche horizontale, qui correspondent un petit peu à la méthode que nous mettons en place nous quand nous cherchons une information dans un tableau. L'idée dans cette première partie pour la recherche verticale, alors avec un critère false et true que nous verrons par la suite, sera de choisir un code, par exemple ici BILL, et de retrouver automatiquement affiché à côté le nom de la banque qui correspond. Alors comment nous procédons lorsque nous cherchons une information de cette manière? Nous mettons dans cette colonne concernant les codes, nous cherchons de haut en bas ici verticalement le code cherché, à savoir BIL, ce qui donne accès à toute la ligne dans le tableau, et nous allons récupérer l'information affichée dans la deuxième colonne du tableau directement. La fonction de recherche verticale fonctionne de la même manière, donc nous allons mettre en place ici une recherche V verticale, la valeur qui est cherchée est la valeur qui est le code ici. Dans quel tableau, dans quelle matrice nous allons chercher? Eh bien, nous cherchons dans la totalité du tableau. Le tableau que nous sélectionnons doit contenir deux choses. Ce que nous cherchons, le code, et ce que nous voulons trouver, la banque. Donc, le tableau sélectionné dans une fonction de recherche doit toujours contenir à la fois l'élément recherché et l'élément trouvé. Donc, au moins ces deux colonnes-là directement. Le plus utile en général est de prendre la totalité du tableau pour éviter de ne pas avoir assez de données. Le numéro d'index de colonne, c'est de savoir, une fois que nous aurons trouvé verticalement le code BI2L, dans quelle colonne du tableau se trouvera la réponse affichée. Il s'agira bien ici de la deuxième colonne du tableau, donc la valeur à mettre en place est 2. Enfin, un critère qui sera important de choisir ici, nous allons mettre ici faux, qui va déterminer une correspondance exacte, c'est-à-dire que nous cherchons exactement le code qui a été saisi, et pas un code qui serait approximatif. Nous verrons dans la partie suivante comment la valeur vraie peut être intéressante également. Donc ici nous faisons une recherche exacte, nous cherchons exactement BI2L, dans le tableau sélectionné en rouge, nous allons nous reporter à la colonne numéro 2 pour trouver la réponse de manière exacte, et nous allons bien retrouver ici Dexiabil qui est la banque choisie.
Si nous servons du menu déroulant ici pour prendre une autre valeur, nous allons nous rendre compte qu'effectivement, la recherche est automatique. Ce genre de formule est intéressante pour la gestion de bases de données et pour la création, par exemple, de documents génériques tels que des factures dans lesquels on pourrait choisir un numéro de commande, un numéro de client et voir apparaître automatiquement, grâce à la base de données, le nom, l'adresse, le prénom et les différents modes de paiement. Ici, nous allons travailler de la même manière, sauf que nous avons envie de placer le nom qui est ici, JANS, dans ces groupes qui sont déterminés par l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que le nom commence par A à G. Une fois que la lettre H arrive et dans les lettres suivantes, nous serons dans le deuxième groupe et ainsi de suite. Nous allons faire ici une recherche verticale toujours. La valeur cherchée est toujours le nom et le tableau est toujours le tableau qui est concerné ici. La valeur de la réponse sera toujours dans la deuxième colonne, sauf que cette fois-ci, nous allons mettre le critère vrai pour une correspondance approximative. En gros, que ce soit des valeurs textuelles ou numériques, il va chercher à avancer dans le tableau tant qu'il ne dépassera pas la limite. Ici, la lettre du début étant J, il ne s'arrêtera que lorsqu'il atteindra la limite H, donc il s'arrêtera avant la limite H. Si nous mettons vrai ici, pardon, la limite N, je me trompe, si nous mettons un vrai ici, il nous met bien que le nom commence par H à M, il prend la valeur Jance, elle va parcourir ici cette première colonne, il va arriver à H et continuer, il ne pourra pas aller plus loin parce que le N est au-delà et supérieur. Donc en fait, il avance en étant inférieur à la limite. Donc ce procédé est intéressant à la condition qu'il y ait un certain ordre, une croissance dans les sélections qu'on met en place, que ce soit ici par le biais de l'ordre alphabétique ou alors par des valeurs numériques qui seraient rangées, par exemple pour des frais de port, dans un ordre croissant également. Ici, la recherche horizontale qui nous est un peu moins familière parce que nous avons l'habitude de travailler avec des tableaux, notamment avec des en-têtes de colonnes. Il s'agit de trouver le nom de la troisième banque. Si nous devions faire cette recherche nous-mêmes, nous chercherions ici le mot banque. Une fois le mot banque trouvé, nous compterions 1, 2, 3 pour avoir la troisième banque. Donc cette fois, ce n'est pas une recherche verticale que nous avons effectuée, mais bien une recherche horizontale. Nous avons cherché le mot banque afin de trouver l'information dans une colonne. Ici, nous mettons en place une recherche horizontale cette fois. La valeur cherchée, c'est du texte, le mot banque, que nous avons cherché horizontalement dans ce tableau. Et lorsque nous l'avons trouvé, ceci a donné accès à toute une colonne, qui est la colonne des noms des banques. Et dans cette colonne, il va falloir choisir le numéro de la ligne dans laquelle se trouve la réponse. La troisième banque, puisqu'il y a le mot banque qui décale tout d'un cran, se trouvera donc bien dans la quatrième ligne, donc ligne 4. Et puis, nous faisons encore une fois une recherche exacte ici. Donc cette recherche est un peu moins familière, parce que nous cherchons cette fois horizontalement un terme pour avoir accès à une colonne, et dans cette colonne, nous choisissons l'information qui se trouve dans une ligne, ici, la quatrième ligne, pour avoir le nom qui correspond. Première application, il s'agit ici donc de pouvoir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, saisir un code au hasard qui va afficher le nom du pays. Par exemple, ici, je vais choisir de saisir le code DE. Le nom du pays qui devrait s'afficher automatiquement va se retrouver cette fois par une recherche verticale, donc égale recherche V. La recherche verticale, la valeur cherchée est le code saisi, qui va être recherché verticalement dans notre tableau qui se trouve ici. Alors, il est possible de prendre des en-têtes de colonne avec. La réponse se trouvera bien effectivement dans la colonne 2. Nous allons chercher DE verticalement et dans la colonne 2, trouver l'information. Et ici, nous faisons une recherche exacte puisque le terme cherché, DE, existe bien dans notre tableau. Il s'agit bien d'une recherche exacte. Application 12. Nous allons avoir une note ici qui va être saisie. Et nous voulons faire apparaître la mention. Alors prenons par exemple une note qui serait de 15. Cette note de 15 se trouve entre 14 et 16 et correspondra bien à une mention bien, puisque à partir de 14 et jusqu'à 16, la mention attribuée est bien. La mention obtenue va être calculée ici par une recherche verticale toujours. Donc nous faisons une recherche verticale. Nous allons chercher cette note de 15 qui est présente ici. Dans quel tableau? Dans le tableau ici, dans sa totalité.
et la réponse avec la mention se trouvera toujours dans la deuxième colonne du tableau. Sauf qu'ici, la valeur cherchée, la note de 15, n'existe pas forcément dans les notes qui sont mises en place. Et donc, nous allons vouloir la chercher de manière approximative en nous approchant le plus possible de la limite. Comme les notes ici sont bien rangées dans l'ordre croissant, de 10 à 18 dans l'ordre, la note de 15 va être parcourue dans le tableau, il va continuer à avancer jusqu'à ce qu'il se trouve dans cette case A4, où là il ne pourra pas aller plus loin puisque 16 sera au-delà de la limite. Donc il va s'en approcher le plus possible par le bas en étant inférieur à. Donc on s'approche en étant inférieur à la limite supérieure. Donc il s'arrêtera bien ici, il nous donnera la valeur qui se trouve à côté, à savoir le mot bien. Donc nous sommes bien ici dans une recherche approximative. Encore une fois, ce qui est important de retenir, c'est pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un ordre croissant, puisque la recherche se fait en restant inférieur à la valeur qui se trouve juste après. Si la note était modifiée, indice 7 permettrait bien d'avoir une mention très bien. Dernière application, ici nous souhaiterions, alors pour les quelques semaines qui ont été affichées ici, saisir une date qui correspondrait à l'une de ces semaines et voir afficher automatiquement le numéro de la semaine qui correspond. Prenons par exemple une date qui correspondrait à la semaine numéro 2, donc par exemple le 27 septembre 2006. Nous allons effectuer cette fois une recherche, non pas verticale, mais bien horizontale, puisque nous allons d'abord chercher horizontalement dans la bonne semaine, dans la bonne date, puis repérer le numéro de la semaine qui se trouve en dessous. Donc il s'agit bien ici d'une recherche horizontale. La valeur recherchée est la date en question, que nous allons rechercher dans la totalité de notre tableau. Encore une fois, le tableau à sélectionner doit contenir deux choses, la date qui est cherchée, donc la première ligne, et la semaine que nous voulons afficher, ce que nous voulons trouver, la deuxième ligne. Une fois que nous aurons trouvé la date, il nous suffira de regarder dans la deuxième ligne du tableau, qui contient les numéros de semaine. Sauf que cette fois-ci, il est impossible de faire une recherche exacte, puisque par exemple le 27 septembre que j'ai choisi n'existe pas dans les dates qui sont écrites ici. Les dates, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour la recherche verticale approximative, sont écrites par contre dans un ordre croissant qui permet d'avancer sur la ligne du temps. Cela va nous permettre de faire une recherche approximative, encore une fois, il va rechercher cette date en avançant sur la ligne, en étant toujours inférieur à la limite qu'il ne veut pas dépasser, et donc il s'arrêtera bien sur la case C1, puisque la date d'après sera supérieure et donc ne pourra pas être dépassée. Là aussi, il est toujours important qu'il y ait un ordre croissant qui soit conservé. Je vous rappelle que les fonctions de recherche verticale ou horizontale en mode approximative continuent d'avancer en étant inférieures à la limite supérieure qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc il faut forcément qu'il y ait une croissance qui soit conservée. Donc ici, nous mettons un mode vrai, et du coup, la semaine 2 va bien être la semaine correspondante. Alors nous pouvons faire un autre test avec le 5 10 2006 pour atterrir dans la semaine numéro 3. Dans certains cas particuliers, comme c'est le cas ici sur l'onglet 30, il va falloir trouver d'autres solutions pour essayer de répondre à des recherches, puisque vous l'avez vu, les recherches verticales et horizontales imposent d'une part que les éléments cherchés se trouvent dans les premières lignes ou dans les premières colonnes, ou alors effectivement qu'il y ait toujours un ordre croissant qui soit respecté. Ici la problématique est que nous allons chercher une semaine qui se trouve dans la deuxième ligne et que avec une fonction de recherche verticale nous ne pouvons pas remonter dans la ligne supérieure. Dans ces cas-là, il y a deux fonctions qui sont intéressantes qui peuvent nous permettre d'effectuer le même travail, à savoir la fonction equiv. Cette fonction equiv en fait va travailler sur une seule bande, alors soit une bande horizontale comme celle-ci, soit une bande verticale. Le principe de cette fonction sur cette bande est de fonctionner comme un curseur qui va se déplacer dans les différentes cases et qui s'arrêtera lorsqu'il aura trouvé la valeur cherchée et nous rendra simplement le rang dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire ici par exemple 4 pour la semaine 4, 3 pour la semaine 3. Donc dans un premier temps, nous allons utiliser uniquement la fonction equiv égale equiv. Nous allons chercher par exemple le terme semaine 3, donc ça c'est le terme cherché. Dans un tableau, alors je vous le rappelle, la fonction equiv ne marche que sur une seule bande, à savoir horizontale ou verticale, donc ici une seule bande horizontale.
Nous allons donc demander à la fonction de rechercher la valeur B4 semaine 3 dans cette bande qui se trouve ici. Plusieurs manières de rechercher, deux sont intéressantes à retenir. Correspondance exacte que nous allons utiliser ici. Pourquoi correspondance exacte? Parce que la valeur recherchée semaine 3 existe bien à cet endroit-là, donc nous allons pouvoir la rechercher de manière exacte. Ce qui correspondrait tout à l'heure dans les fonctions de recherche à la valeur faux pour une recherche exacte. Autre possibilité, inférieur à, qui comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les fonctions de recherche, correspondrait à une recherche qui serait approximative dans l'ordre croissant, en étant toujours inférieure à la limite, pour un encadrement par exemple entre deux valeurs numériques. Donc ici, nous utilisons donc bien la correspondance exacte. Il va chercher semaine 3 dans cette bande ici comme un petit curseur et s'arrêter pour nous répondre que semaine 3 se trouve dans la troisième case de la bande. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment, grâce à cette numéro 3, dans ce tableau-là, récupérer la valeur qui se trouve au-dessus. Donc l'idée, c'est de lui dire que dans le tableau qui se trouve ici, nous voudrions la valeur de la première ligne et de la troisième colonne. Cela va pouvoir se faire avec la fonction index qui est relativement simple. Elle nous demande de choisir un tableau, qui est ce tableau-là, et nous demande après quelle valeur afficher, c'est-à-dire dans quelle ligne et dans quelle colonne prendre la valeur. La ligne dans laquelle se trouve la valeur à afficher est la première avec les dates, donc ligne 1. Le numéro de la colonne, lui, est le numéro qui est calculé ici par notre équive. Alors, dans un premier temps, nous allons le prendre ici, directement, pour retrouver la date qui correspond. Donc, ici, la fonction index prend dans ce tableau-là, à la ligne 1, à la colonne 3, la valeur qui s'affiche ici. Cette formule équive, bien évidemment, nous allons la copier, sans son égal, échappe pour sortir, et nous allons finaliser notre formule ici d'un seul coup, en lui mettant qu'ici la valeur recherchée est celle de l'équive. En gros, nous lui demandons, avec la fonction index, d'aller dans le tableau bleu qui est le tableau en totalité, à la ligne 1 qui est la ligne avec les dates, et de prendre la valeur qui se trouve à la colonne qui sera calculée grâce à la fonction équive qui va chercher le nom de la semaine dans la bande qui se trouve ici. Si nous cherchons par exemple la semaine 6, la date sera automatiquement modifiée directement. Cette solution équive index, qui peut paraître plus compliquée, en tout cas qui demande une petite gymnastique, peut être très intéressante lorsque les tableaux qui ont été mis en place ne sont pas structurés de manière à utiliser de préférence les fonctions de recherche verticales ou horizontales avec des critères de recherche stricts ou approximatifs. Dernière application donc de cette découverte des fonctions index et équive. Ici, nous voudrions encore une fois automatiser le choix du code pays qui serait par exemple GB comme Grande-Bretagne et nous souhaiterions que le nom de la devise et le code de la devise s'affichent automatiquement. Pour utiliser les fonctions de recherche classiques que nous avons vues précédemment, il faudrait que notre tableau soit organisé de manière différente, à savoir que cette colonne avec le code pays se situe en premier, à gauche, ce qui nous permettrait de faire une recherche verticale et d'aller saisir après les informations dans les colonnes qui sont à côté. Ici, ce n'est pas le cas, puisque ce code pays se trouve à droite. Alors, dans cet exemple, il serait facile de déplacer notre colonne et d'utiliser les fonctions de recherche. Lorsqu'un tableau est déjà établi et relativement complexe, il peut être problématique de vouloir tout modifier. Et donc, l'idée est de se servir cette fois des fonctions index et équive pour essayer de pallier à ce problème. La première chose sera d'utiliser la fonction équive pour essayer de savoir déjà dans quelle ligne nous allons nous trouver. Et ensuite, dans le tableau qui sera là, lorsque nous aurons la ligne, nous pourrons trouver l'information qui nous intéressera dans la première ou la deuxième colonne. Donc pour cela, nous allons déjà utiliser la fonction, la fonction index, la fonction équive. Nous allons chercher l'équivalent du code qui a été saisi. Encore une fois dans une bande uniquement, alors cette fois ce sera une bande qui sera une bande verticale, et je vais prendre volontairement le texte code pays avec. Si je cherche ici mon code pays, je vais me retrouver avec cette recherche, GB qui va être recherché ici. Alors de quelle manière? On est en train de rechercher GB qui est une valeur qui existe, donc de manière exacte. Si la valeur n'existait pas, qu'il s'agissait de valeur numérique, nous aurions cherché en étant inférieur à, afin de se situer dans une tranche. Donc nous allons chercher ici de manière exacte.
La fonction equiv va donc promener cette valeur sur cette bande et s'arrêter ici et me rendre la position qui sera 1, 2, 3, 4 dans notre tableau. Attention, ici j'ai bien fait le choix de prendre le code pays, l'intitulé code pays avec. Nous allons voir que ceci a un impact dans la suite de l'exercice. Donc ici, la fonction equiv me rend bien la valeur 4 puisque dans cette bande, le code pays se trouve bien dans la 4e case directement ici. À présent, je vais pouvoir chercher dans mon tableau qui se trouve ici, l'information qui m'intéresse, à savoir le nom de la devise, qui se trouve dans la 2e colonne, et qui sera donc, pour le cas concerné ici, dans la ligne numéro 4. Ici, j'ai bien fait attention de prendre aussi le nom de devise. Je vais donc rajouter la fonction index, devant, égale index. Dans quel tableau vais-je travailler? Dans ce tableau qui est là, dans lequel se trouve ma réponse. Le nom de la devise se trouve dans ce tableau-là. Dans quelle ligne se trouve ma réponse? La ligne est calculée par l'équiv, donc c'est ce que nous venons de faire à l'instant, la ligne 4. Et puis, dans quelle colonne? Pour le nom de la devise, il suffira d'aller dans la colonne numéro 2. Nous avons bien ici la bonne valeur qui va s'afficher. Et nous pouvons vérifier qu'effectivement, si nous changeons USD, nous avons également la bonne valeur. Alors, quelle est l'erreur ici? L'erreur est dans ma saisie, puisque ce n'est pas le code USD, mais bien le code US, pardon. Il s'agit d'une erreur de ma part. Le code que nous cherchons est bien le code US. Donc ici, nous avons bien la possibilité de trouver la bonne valeur. Chose importante, dans la fonction equiv, nous avons fait le choix de prendre l'intitulé code pays avec, ce qui nous a imposé du coup d'avoir une réponse qui serait entre 1 et 5. Du coup, nous avons été obligés de prendre le tableau dans sa totalité aussi, le tableau bleu ici, qui prenait aussi code devise et nom de devise, pour qu'on ait aussi un tableau à 5 lignes. Si nous n'avions pas pris dans un cas ou dans l'autre l'intitulé de la colonne, il y aurait eu un décalage du fait de la ligne des intitulés. Donc peu importe la manière de réaliser, ce qu'il fallait c'était garder une certaine cohérence. Dans cet exemple-là, j'ai pris les en-têtes de colonne avec. Dans le deuxième exemple, je vais volontairement ne pas les prendre. Je vais même faire le travail à l'inverse. Je vais commencer avec la fonction index. Ma réponse se trouve dans ce tableau. Alors, je ne prends pas les en-têtes de colonne. Le numéro de ligne sera calculé par l'équiv. Et puis, le numéro de colonne, lui, sera la colonne numéro 1. Puisque cette fois, le code devise se trouve dans la première colonne. Pour calculer ici mon numéro de ligne, je vais faire une recherche avec l'équiv. L'équiv toujours du code pays qui est choisi ici. Et pour rester cohérent, je vais prendre uniquement cette fois ces 4 valeurs-là pour avoir une réponse qui se situera cette fois entre 1 et 4. Encore une fois, ce qu'il me faut, c'est une cohérence entre le tableau que j'ai choisi avec l'index et le rang que je vais choisir dans la bande de l'équiv. Et encore une fois, je fais une recherche de manière exacte, à savoir avec le 0. Donc ici, nous avons l'exemple de la deuxième formule, pour laquelle, alors il y a un égal en trop ici, voilà, pour laquelle je travaille cette fois dans le tableau sans les en-têtes de colonne, et donc pour laquelle je prends un équiv avec ici une bande sans l'en-tête de colonne également. L'équiv me rendra une valeur entre 1 et 4, et je pourrai donc travailler dans les lignes 1 à 4 de mon tableau bleu. Donc ici, on est bien sur USD qui correspond à la valeur du dollar. Nous pouvons vérifier donc avec le code JP que nous obtenons bien le yen et JPY à l'intérieur. Je vous laisse avant la prochaine séance faire une application de ces différentes notions, notamment des fonctions de recherche horizontales et verticales, afin de pouvoir renseigner ce tableau pour la prochaine séance. Et nous démarrons donc par cet exercice la prochaine fois.